Où êtes-vous? Oui, bonjour. 12h45, vous le savez maintenant, je pense, n'est plus 13h, le rendez-vous du journal, c'est un quart d'heure plus tôt. Nous allons commencer par le temps. Brumeux ce matin, des éclaircies cet après-midi. Je crois qu'on peut dire que ce temps est clément pour la saison, avec des minimums pour la nuit dernière qui n'ont guère descendu en dessous de 0 degré. Mais la neige qui a fait son apparition avec l'année nouvelle, si elle satisfait les amateurs de sport d'hiver, a donné l'alarme dans plusieurs départements, et notamment, comme presque chaque année, sur les plateaux de l'Ardèche. Dans le Massif central, les départements du sud sont les plus touchés. En Lozère, la couche de neige atteint parfois 50 cm, rendant le trafic pratiquement impossible, malgré les efforts incessants des ponts et chaussées. Dans la Haute-Loire, la moitié des communes du département étaient isolées hier, les câbles téléphoniques et électriques ayant cédé sous le poids de la neige particulièrement grasse. La circulation est possible sur les routes nationales et les automobilistes qui se sont trouvés bloqués hier et avant-hier n'avaient pas équipé leurs véhicules de pneus neige ou de chaînes, grâce auxquels la circulation restait possible. 4 cols sont fermés en Auvergne, ce sont les cols du Guéry, de la Croix-Saint-Robert, de la Croix-Moran et du Pas-de-Pérol. Il fait un peu plus frais, on chauffe les appartements et on surveille plus ou moins les appareils de chauffage. Le gaz, de nouveau, fait parler de lui. C'est le cas à Marseille, près de Marseille, à la Cavotte. Explosion au rez-de-chaussée d'une petite maison dans la famille Le Gallo. 3 blessés légers, 900 logis. C'est le cas à Rouen, dans une HLM de la périphérie. Là, 2 appartements sont détruits à 3 heures ce matin. C'est au 5e et dernier étage d'un immeuble de l'office public d'HLM de Rouen que l'explosion a eu lieu cette nuit peu avant 3 heures. L'enquête précisera si l'explosion a bien été provoquée, comme on le pense, par une tentative de suicide au gaz d'un locataire de l'immeuble Chasselièvre. Aux dernières nouvelles, les 4 personnes qui avaient été légèrement blessées par l'explosion sont dans un état satisfaisant. Que s'est-il passé? Voici un témoignage. On a été réveillés par une explosion, des bruits de vitres. Moi, j'ai cru tout d'abord que c'était le fioul, parce qu'on ne sait jamais le fioul, mais tout de suite, on a compris que c'était autre chose. J'ai ouvert la fenêtre de derrière et il y avait la conduite d'eau qui était éclatée, et l'eau partait, et j'ai vu l'immeuble qui faisait le rond. Est-ce que votre appartement a été abîmé? Il n'y a plus de vitre nulle part, la fenêtre est arrachée dans la salle, en haut, et au-dessus, c'est fini, il n'y a plus rien du tout. Savez-vous comment vous allez être relogé, madame? Ah non, hélas non. C'est ça le pire. Et depuis 3 heures du matin, vous êtes là à On attendre? est dehors, oui. Enfin, il y a eu des gentils voisins qui nous ont accueillis, parce qu'on a eu quand même des malaises aussitôt, hein. Et après, vous savez, on veut aller voir, hein. Son appartement, c'est tout. Qu'est-ce que vous avez donné comme explication à cette déflagration, monsieur? Je ne peux pas dire exactement. Enfin, les gens disent que c'est le gaz, mais enfin, d'après moi, ça a dû s'enflammer, quoi. Et les pompiers sont arrivés tout de suite? Tout de suite, monsieur, tout de 5 suite, minutes tout de après. suite. L'office public d'HLM de la ville de Rouen a été alerté cette nuit par le sinistre que vous pouvez constater. Et il y a actuellement 2 cages d'escalier qui sont pratiquement inhabitables à la suite du soufflage de la partie haute de l'immeuble. Actuellement, nous prenons toutes les dispositions d'urgence pour que tous les locataires soient mis à l'abri, soit par évacuation, soit par réaménagement des locaux qui ont souffert de l'explosion. C'est un problème évidemment dont on ignore encore l'origine, mais on pense que dès maintenant, les mesures qui vont être prises vont être suffisantes pour assurer à la fois la sécurité des locataires et ensuite la remise en état complet des lieux dans un délai qui sera relativement bref. Accident en série aussi dans les chemins de fer corse. À Casamozza, 2 chocs à 10 heures d'intervalle sur le même passage à niveau non gardé. Au total, 18 blessés. Accident qui pourrait être évité si des protections automatiques étaient prévues à ces passages à niveau. Mais la santé financière des chemins de fer corse, indépendant de la SNCF, notons-le, cette santé financière est telle que installer ces protections serait une trop lourde charge pour la compagnie. Autre chose, l'agitation dans les prisons. La commission d'enquête doit rendre son rapport public dans les prochains jours, son rapport sur la mutinerie de Toul qui s'est produite au début du mois de décembre. Et une conférence de presse du ministre de la Justice, M. Pleven, est d'ailleurs prévue à cette occasion. La prison, lieu de rééducation sociale du délinquant, ou bien centre de brimade et de punition, ce thème sera débattu après-demain à Toul en réunion publique. Ce thème rappelé à notre attention par ce qui s'est passé à Nîmes cette fois en ce début d'année. Théâtre de graves incidents à plusieurs reprises, la maison centrale de Nîmes abrite 520 détenus, dont 345 condamnés à des peines de réclusion criminelle. Les 3/4 des détenus appelés à travailler ont refusé de se rendre aux machines et occuper les ateliers depuis 3 jours. Ces détenus veulent la suppression immédiate
de ce qu'on appelle les cages à poules dans les dortoirs. Ils veulent aussi une amélioration du régime des visites et du régime de détention. On ne signale pas d'incident. Des conversations entre délégués des détenus et de la direction ont eu lieu hier soir et ce matin, et on note un premier signe de détente. Tout à l'heure, 146 détenus ont repris le travail. La prison, vous savez, n'effraie pas tout le monde. Celle de Villefranche de Rouergue, mise aux enchères par la municipalité, est disputée par 2 acheteurs. Elle a été mise à prix, cette prison, 2500 francs, ce qui représente à peine le prix des barreaux vendus à la ferraille. Elle a atteint 3400 francs hier, et l'enchère continue, elle peut encore monter. Écroué pour avoir détenu des sommes considérables, André Lambinet, chef de service dans une banque de Charleville-Mézières, dans les Ardennes. 8 millions de francs de détournement, oui, 8 millions, c'est-à-dire 800 millions de centimes, ou d'anciens francs si vous préférez, prélevés dans la caisse. C'est beaucoup, on ne connaît pas le système miracle de cette escroquerie qui a été découverte lors d'une inspection de routine. Disons encore que l'on s'attend à une relance dans l'affaire Delouette-Fournier, l'affaire drogue et contre-espionnage dont on parle depuis l'automne, en France et aux États-Unis. Le procureur américain qui avait engagé les poursuites, M. Stern, vient de se rendre en France. Il a été très discret. On note que le juge Roussel, chargé de l'enquête ici, pourrait aller prochainement à New York pour entendre personnellement Delouette. Aux États-Unis, à l'heure des bilans de fin d'année, on a fait à la Maison-Blanche le bilan des déplacements du président Nixon depuis son élection. Et l'on a découvert qu'en 3 ans de mandat, l'actuel président avait parcouru 487 000 kilomètres, tant dans son pays que dans les 19 nations étrangères qu'il a visitées. Il apparaît également que M. Nixon a passé plus de temps hors de la Maison-Blanche que dans sa résidence de chef d'État à Washington. Et cette réputation de grand voyageur va se confirmer avec l'année qui commence, avec notamment les voyages à Pékin et à Moscou. Rien à voir avec les lettres de Chine dont vous parlez, Jean-Yann, tout à l'heure. Visite à Pékin, je vous rappelle simplement que cette visite est préparée par une délégation américaine qui est arrivée hier dans la capitale de la Grande Chine. Je vous signale aussi que Paris a démenti hier les rumeurs relatives à une invitation qui aurait été adressée au président Pompidou de se rendre prochainement à Pékin. Mais en revanche, ce matin, Paris annonce que M. Schuman, ministre des Affaires étrangères, va se rendre au Japon à partir du 16 janvier. Au Pakistan, le président Ali Bhutto a officiellement confirmé hier la libération toute prochaine du leader bengali Mujibur Rahman. Peu après les élections provinciales où la Ligue autonomiste Awami du cheikh Mujibur Rahman avait emporté la majorité des sièges de ce qui était à l'époque le Pakistan oriental, M. Ali Bhutto, aujourd'hui président de la République, félicitait de son succès, celui qui devait pourtant croupir plusieurs mois dans une prison au Pakistan occidental. Est-ce le souvenir de ces embrassades qui ont poussé M. Ali Bhutto à le libérer? C'est plutôt une prise de conscience des réalités politiques, car M. Ali Bhutto, à l'époque, n'avait rien fait pour empêcher qu'il ne soit emprisonné. Mais si M. Ali Bhutto libère le cheikh Mujibur Rahman, cela ne l'empêche pas d'essayer de renforcer son armée. Nous sommes ici dans un camp militaire où l'on fait passer le conseil de révision, un conseil de révision tout de même un peu particulier, aux chômeurs. Leur numéro de matricule inscrit directement sur la peau, ainsi que leur mensuration, ils iront sans doute renforcer les soldats qui se trouvent à la frontière du Pakistan occidental et de l'Inde. L'affrontement Inde-Pakistan, l'indépendance du Bangladesh, voilà des séquences qui sont au programme du nouveau magazine d'information première, une première que vous suivrez sur vos écrans ce soir. En Irlande, toujours le terrorisme, 60 personnes hospitalisées après l'attentat devant un magasin du centre de Belfast. L'IRA, l'armée républicaine, proclame son intention de continuer la lutte pour l'instauration d'un État socialiste irlandais, un État qui couvrirait géographiquement aussi bien le nord que le sud. Au Danemark, légère amélioration de l'état de santé du roi Frédéric IX, qui a été hospitalisé hier, frappé d'une attaque cardiaque alors qu'il se remettait lentement d'une grippe. Au sommaire de la page sportive de ce journal, avec Michel Drucker, du ski et de la boxe. Michel, oui. On commence par le ski, je crois. Oui, avec la Coupe du Monde féminine qui se poursuit à Obersthofen en Allemagne. Et après la victoire de Françoise Maki hier, nous l'avons vu d'ailleurs dans Télémidi, on peut penser que ce sont encore les Françaises qui vont gagner le slalom spécial aujourd'hui. La première manche s'est courue ce matin. Et je vous donne le classement. Premier à Michel Jacot, 34 secondes 46 centièmes. Deuxième, Florence Steurer, 34 secondes 55 centièmes. Vous voyez que les écarts sont très minces. Troisième, Daniel de Bernard, 34 secondes 62 centièmes. Il s'en est d'ailleurs fallu très peu, d'une porte, très exactement, pour que 4 Français s'installent en tête, puisque Britt Laforgue, la skieuse des Pyrénées, avait réalisé 34 secondes 19 centièmes, ce qui était de loin le meilleur temps. Mais vous allez voir pourquoi elle a été disqualifiée. Elle a raté une porte au début du parcours. Regardez bien.
120 mètres de dénivellation, 46 portes, longueur 400 mètres, température très douce, neige peu consistante. Voilà, elle a raté une porte, mais pendant 1 heure, elle occupera la première place avec 34 secondes 19 centièmes. Les officiels qui n'avaient pas la chance d'avoir la télévision sur place après que Britt ait raté cette porte s'en sont aperçus 1 heure plus tard. Elle a donc été disqualifiée, mais je vous le rappelle, 3 Françaises en tête, 34-46 pour Jacot, 34-55 pour Storer, 34-62 pour De Bernard. C'est de toute façon un très joli tir groupé. Oui, absolument. Et si tout va bien, et je pense qu'il n'y a aucune raison pour que ça n'aille pas bien, nous aurons tout à l'heure Michel Jacot et Florence Storer et Daniel De Bernard, celles qui peuvent remporter ce slalom spécial d'Obersthofen. Nous les aurons en direct car l'ordre de la deuxième manche, vous le savez Jean, est inversé par rapport à l'ordre de la première manche. Et Michel Jacot, Florence Storer et Florence De Bernard doivent être en piste vers 13h10. Donc avec un peu de chance, nous les aurons en direct. On fera un insert spécial dans la partie magazine. D'accord. À part ça, la boxe, hier soir, une jolie soirée à Paris. Oui, j'entendais Julien Clerc nous dire tout à l'heure qu'il aimait l'ambiance du Palais des Sports. Et bien hier soir, il y a eu beaucoup d'ambiance. 4000 Parisiens étaient venus voir Tonna, Gratien Tonna, qui avait exécuté les 13 adversaires qu'on lui avait opposés depuis le début de sa carrière. Et le 14e s'appelait Max Cohen. Vous allez voir quelques extraits de ce combat et vous allez remarquer la puissance fantastique de ce Marseillais de 22 ans en culotte sombre ici, qui n'a pas encore des grandes qualités techniques. Il est très perfectible car il est jeune, je vous le rappelle, 22 ans. Mais il a en tout cas prouvé qu'il avait une puissance fantastique, un véritable bulldozer. Il a fallu tout le métier, toute l'expérience et aussi tout le talent de Cohen pour venir à bout de ce jeune Marseillais qui, je vous le rappelle, avait exécuté ses 13 premiers adversaires avant la limite. Il a tenu les 10 rounds, ce jeune Tonna. Il a surpris les spécialistes qui avaient pensé que ce combat pour lui était un peu prématuré. Tonna a donné tort à ses spécialistes. 10 rounds devant Cohen, c'est une performance. Cohen a été très calme, très précis. Il a prouvé qu'il était toujours un des meilleurs boxeurs français. N'oublions pas que Cohen est le seul boxeur à avoir tenu en échec Jean-Claude Boutier, qui est le champion d'Europe de la catégorie. Et il a aussi rencontré Griffiths, un Américain qui n'est pas le premier venu. La victoire de Cohen est indiscutable. Elle a été obtenue à la majorité des 3 juges. Pour ceux que ça intéresse, je donnerai les notes des juges. L'un des 2 juges a accordé un seul point d'avance. Le 3e a donné 4 points d'avance à Cohen. C'est une victoire logique pour Cohen. Mais c'est un bon résultat pour Tonna qui livrait son premier grand combat à Paris. Et je pense qu'on le reverra et qu'il en fera souffrir bien d'autres. Le second combat de la soirée a vu la victoire dans la catégorie des poids welter de Robert Gallois, qui contraignit l'Italien Gaspari à abandonner à la 6e reprise. Gaspari, je vous le rappelle, avait battu Cerdan il y a 15 jours. Ce n'était pas le premier adversaire venu. Et vous verrez sur la seconde chaîne ce soir dans Match sur la 2 de larges extraits de ces 2 combats. Et nous reviendrons au ski dans tout à l'heure. D'accord, Michel, je crois qu'on peut dire, après avoir vu ces images, que Cohen et Tonna ont vraiment des têtes de boxeurs. Hein. Absolument. C'est tout pour les sports? C'est tout. Bien, midi bourse, merci. Brusque montée du prix de l'or. Les détails et ce que signifie cette montée du métal jaune, c'est Michel Tardieu qui nous les donne de la Bourse de Paris. Michel, à vous. Oui, c'est un petit peu une surprise. Personne ne pensait que, sitôt après le règlement provisoire de la crise monétaire, l'or s'envolerait. Eh bien, hier à Londres, les cours du métal se sont envolés, des records ont été battus, et aujourd'hui à Paris, le métal gagne du terrain, vous allez le voir. Vous voyez que sur la barre, on gagne près de 100 francs, 90 francs exactement, et sur le lingot, on est à 7520 contre 7465 hier. Et les mines d'or, elles, sont toutes en train de s'envoler également. Cela signifie, selon les spécialistes de Londres, que la plupart des financiers sont persuadés que les Américains devront accepter une nouvelle dévaluation un jour ou l'autre du dollar par rapport à l'or. Et pourquoi? Eh bien parce que ces spécialistes pensent que le président Nixon est trop près maintenant de son élection pour prendre les mesures qui s'imposent pour faire face aux tensions inflationnistes qui continuent de se développer aux États-Unis. Tensions inflationnistes qui tiennent au retour d'un certain nombre de capitaux qui ont pris leurs bénéfices et qui rentrent aux États-Unis, qui font des liquidités supplémentaires, qui tiennent aussi aux pressions, bien sûr, sur les prix et les salaires. Or, le président des États-Unis a annoncé la fin prochaine du contrôle des prix et des salaires. Donc tout le monde pense que c'est l'inflation qui continue de menacer les États-Unis et que cela se traduira un jour ou l'autre par une réévaluation des prix du métal. Et c'est pourquoi le métal s'envole à Londres comme à Paris. À vous, Jean. Merci. L'or et les mines d'or s'envolent. J'aime bien les langages de spécialistes, vous l'aurez noté. Il est 13h, à quelques secondes près, une pause.